Le cycle littérature qui reprend de l'université permanente. Je vais faire très rapidement parce que c'est pas moi qui devais présenter théoriquement, mais on va faire une séance avec Olivier Ritz, qui est un professeur, un maître conférencier en littérature. Voilà. Et puis vous allez vous présenter, faire une auto-présentation, et je vous souhaite une bonne séance à tous. Et merci bien. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. C'est pas facile en ce moment de se déplacer, de faire le choix de venir dans un événement collectif. Cette conférence sur Olympe de Gouges, on en a eu l'idée avec les organisateurs de l'université permanente depuis 2 ans, je crois, au moins 2 ans. Et elle a été reportée 2 fois déjà. Et ce soir, c'est la 3e fois. Et cette fois-ci, je peux la faire et j'en suis très heureux. Donc, merci aux organisateurs, organisatrices de l'université permanente de me donner l'occasion de parler de cette femme de lettres, de cette autrice. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là maintenant, j'y fais même plus très attention. Donc je dirais autrice, même si c'est vrai que Olympe de Gouges elle-même utilisait plutôt auteur ou femme de lettres, on le verra. C'est bien du côté de la littérature, de l'histoire littéraire et de l'analyse littéraire que je vais me situer. C'est ma spécialité. Je suis enseignant-chercheur dans cette discipline-là à l'université Paris Diderot, qui s'appelle provisoirement Université de Paris, après une fusion avec l'université Paris Descartes, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, ma spécialité, c'est la littérature, mais mon objet de recherche et l'objet d'une partie de mes cours, c'est la Révolution française. Donc, je m'intéresse à la fois à l'histoire littéraire de la période révolutionnaire et également à la présence de la Révolution dans la littérature et les arts depuis la Révolution, puis pendant le XIXe siècle et parfois même jusqu'à la création contemporaine. Voilà. Alors, avant de commencer vraiment à parler d'Olympe de Gouges, je voudrais dire aussi que ce que je vous dis ce soir est le résultat de choix personnels, d'une réflexion que j'ai menée ces derniers jours, mais c'est aussi le résultat d'un travail collectif. Je travaille avec 2 de mes collègues, Florence Lautry et Sophie Lucet. Nous organisons depuis plusieurs années un séminaire sur les imaginaires de la Révolution française de 1789 à nos jours. Et nous avons organisé avec elles 2 une séance spéciale Olympe de Gouges il y a 2 mois, où nous avons reçu 2 autres collègues, Élise Pavie-Gilbert et Anne-Lise Ray. Et donc, ce que je vais vous dire doit beaucoup à ces 4 collègues-là, et je tenais à les nommer avant de commencer. Et je dois aussi remercier mes étudiantes et mes étudiants, puisque j'ai travaillé avec eux, sur Olympe de Gouges pendant ce dernier semestre. Alors là, je ne vais pas vous donner leur nom, je ne leur ai pas demandé leur avis, mais je les ai fait travailler sur Olympe de Gouges. J'ai eu des travaux qui parfois étaient excellents. J'ai appris beaucoup de choses grâce à elles, grâce à eux. Donc je tenais aussi à le dire avant de parler, pour bien préciser que la réflexion que je vous propose ce soir, elle doit beaucoup à ce travail collectif sur une figure qui intéresse de plus en plus dans l'histoire et dans la littérature, et qui, pour la première fois cette année, de façon assez inattendue, est au programme du baccalauréat. Les lycéens, les lycéennes ont la possibilité d'étudier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. J'en reparlerai aussi tout à l'heure. Alors, je vais présenter les choses de la manière suivante. Je vais commencer par vous donner un petit aperçu de la carrière littéraire d'Olympe de Gouges, pour essayer de ne pas la réduire à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Parce que c'est une autrice qui a beaucoup écrit, qui a publié plus d'une centaine d'ouvrages, qui a été très active à partir du début des années 1780 jusqu'à sa mort en 1793. Sur une période assez réduite, elle a beaucoup publié. Et en vous présentant quelques aspects qui me semblent forts dans cette œuvre d'ensemble d'Olympe de Gouges, je dirais quelques mots aussi de ce qui caractérise la période à laquelle elle a écrit et publié.
je m'appuie là sur une idée d'un chercheur en littérature qui s'appelle Alain Vaillant et qui dit que ce qui caractérise la production littéraire de la période révolutionnaire, c'est la littérature discours. Il oppose la littérature discours à la littérature texte qui s'impose au XIXe siècle. C'est-à-dire, là je cite Alain Vaillant, la littérature discours était construite sur un modèle rhétorique, même quand elle était écrite, imprimée et donnée à lire, elle était avant tout la mise en forme d'un discours, d'une parole adressée à un destinataire et manifestant une pensée individuelle dont il s'agissait de convaincre le public par les voies de l'argumentation. Donc c'est bien une parole adressée avec une présence forte de la première personne, avec beaucoup de caractéristiques de ces textes qui sont écrits, qui sont imprimés, mais ce sont des caractéristiques qui imitent des discours oraux. Et c'est vraiment important pour comprendre cette littérature-là. C'est évidemment lié à l'événement historique qui a été la Révolution, mais ça préexiste à la Révolution. Si vous pensez à Rousseau et à ses essais les plus célèbres, ce sont des discours au départ. Ceux qui l'ont rendu célèbre, c'est le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'inégalité, sur l'inégalité parmi les hommes. Ce sont des textes qui n'ont pas été prononcés, mais qui reprenaient ces formes nobles de la production littéraire de l'époque, qui était nourrie d'une tradition rhétorique. Et donc c'est ce qu'Alain Vaillant appelle la littérature discours. Chez Olympe de Gouges, on trouve en effet cette caractéristique dans tous les textes qu'elle écrit et qu'elle publie, en commençant par le théâtre. Elle est d'abord une autrice de théâtre. Et quand elle écrit pour le théâtre, elle a toujours l'ambition que ce soit dit par des actrices et des acteurs sur scène. Ça n'a pas toujours été le cas, on peut même dire que ça n'a pas souvent été le cas. Elle n'a pas été beaucoup jouée de son vivant. Elle n'a jamais été rejouée pour le moment, mais je pense que ça va venir depuis sa mort. Mais elle se défend, elle se présente d'abord chronologiquement et dans ce qui est important pour elle comme autrice de théâtre. Donc elle écrit pour que des comédiennes et des comédiens sur scène portent la parole qu'elle imagine. On dit aussi d'ailleurs, mais à la limite c'est anecdotique, mais il semblerait qu'elle ait beaucoup dicté. Elle a travaillé avec des secrétaires, elle dictait ses textes, donc elle-même les prononçait, les oralisait, et ensuite ils étaient mis à l'écrit, elle les relisait, elle les corrigeait, elle travaillait beaucoup avec les imprimeurs, elle se disputait parfois avec ses imprimeurs, mais en tout cas c'est bien une parole qui est pensée comme une parole orale, comme un discours. Alors, le théâtre, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'autre texte d'Olympe de Gouges qui n'est pas complètement oublié, qui est sa pièce de théâtre sur l'esclavage, dont le premier titre est Zamor et Mirza ou l'heureux naufrage, et le deuxième titre, l'esclavage des Noirs ou l'heureux naufrage. Donc Zamor et Mirza, l'esclavage des Noirs, c'est une pièce qui occupe Olympe de Gouges pendant presque toute sa carrière littéraire. Elle l'écrit en 1783, c'est l'une de ses premières œuvres, et elle la publie 2 fois, je vous le redirai, j'en reparlerai. La dernière publication de cette pièce, c'est 1792. Autre pièce, alors elle pas du tout connue, mais pour vous donner une idée de ce qu'elle écrivait. En 1788, elle publie une pièce qu'elle n'a pas réussi à faire jouer, qui s'appelle Molière chez Ninon, ou Le siècle des grands hommes. Et elle met en scène Molière, Ninon de L'Enclos, Madame de Sévigné. Elle met en scène des auteurs et des autrices du XVIIe siècle, de l'âge classique, qu'elle fait dialoguer dans sa pièce. Elle invente aussi des personnages de fiction, une petite intrigue amoureuse, et elle essaye de proposer une pièce qui est à la fois un divertissement et une réflexion sur la littérature et sur la place des femmes dans la littérature. En 1790, Le couvent ou les vœux forcés, une pièce sur la place des filles et des jeunes femmes dans la société, et puis ces pièces deviennent de plus en plus directement liées à l'actualité politique. En 1791, Mirabeau aux Champs-Élysées. Mirabeau qui a été
la personnalité principale, la plus connue, la plus importante, celle qui avait le plus de place dans l'espace public, dans les débats, dans l'Assemblée, jusqu'à sa mort au printemps 1791. Et quand il meurt, ça provoque une très grande émotion. Ça a pour conséquence la création du Panthéon, même si Mirabeau ensuite en sera expulsé quand on découvrira qu'il était beaucoup plus proche du roi qu'on ne croyait. Mais pour vous rappeler l'émotion qui entoure la mort de Mirabeau, eh bien Olympe de Gouges, elle écrit en quelques heures, en quelques jours, une pièce qu'elle fait jouer, qui s'appelle Mirabeau aux Champs-Élysées, et qui raconte l'arrivée de Mirabeau aux Champs-Élysées, c'est-à-dire dans les enfers antiques, au royaume des morts, et son accueil par Voltaire, Rousseau et d'autres, dont quelques autrices qui le célèbrent et qui discutent avec lui de la Révolution. Et il est accueilli aussi par quelques rois. Louis XIV et Henri IV sont là pour accueillir Mirabeau aux enfers et pour commenter l'actualité politique et l'évolution de la Révolution. En 1793, une autre pièce qu'elle fait jouer, beaucoup plus vaste, avec une pièce en 5 actes, avec beaucoup de personnages, une intrigue assez complexe et beaucoup d'action aussi, puisque c'est une pièce sur la victoire de Jemmapes, une pièce qui s'appelle L'entrée de Dumouriez à Bruxelles ou les Vivandiers, 1793. Donc ça se passe dans les armées de la République, de la Révolution. Là aussi, pas trop de chance pour Olympe de Gouges. La vogue de Mirabeau a assez vite tourné après sa mort, et Dumouriez, il a trahi quelques semaines après la pièce d'Olympe de Gouges, il est passé à l'ennemi. Donc Olympe de Gouges n'a pas tiré un grand bénéfice politique de cette pièce, mais c'est une pièce qui est vraiment intéressante à regarder, qui est très ambitieuse. Dans la préface de la pièce, Olympe de Gouges se réclame de Molière, de Corneille et de Shakespeare. Shakespeare, ça fait pas longtemps qu'il est connu en France. On dit souvent que c'est Voltaire qui est l'un des premiers à l'avoir introduit en l'ayant assez mal compris. Et là, c'est une référence qui a du sens pour Olympe de Gouges et qu'elle convoque dans une sorte de drame historique assez ambitieux, qui a été joué par des comédiens qui n'avaient pas vraiment envie de bien jouer la pièce, si l'on en croit ce qu'Olympe de Gouges a écrit à ce sujet. Donc les représentations ne se sont pas très bien passées, mais c'est une œuvre tout à fait intéressante. Voilà, donc elle écrit des textes de théâtre pour les faire entendre. Ce sont des paroles adressées d'un personnage aux autres personnages, mais bien sûr avec ce qu'on appelle la double énonciation, c'est toujours aussi adressé au public. Et dans ces pièces-là, il y a un contenu politique fort. Alors, par exemple, pour la lire et pour vous la faire entendre autant que possible, je vous lis un extrait de L'esclavage des Noirs ou L'heureux naufrage dans la version publiée en 1792. C'est un dialogue entre Coraline, Azor et Betsy. Coraline. Donc, peut-être que je devrais quand même vous situer un petit peu. Ça résonne d'ailleurs avec des questions qui pour nous ont une certaine actualité. Zamor et Mirza sont 2 esclaves fugitifs. Zamor a tué un intendant qui a voulu abuser de Mirza. Et donc pour défendre sa bien-aimée, il s'est battu avec cet intendant jusqu'à provoquer sa mort. Et donc il est poursuivi par toutes les autorités de la colonie dans laquelle il se trouve. Et s'ils sont pris, évidemment, ils risquent d'être immédiatement condamnés à mort et exécutés. Ils seront sauvés in extremis à la fin du dernier acte, puisque c'est une pièce à fin heureuse. Mais avant cela, la scène que j'ai choisi de vous lire est celle où l'on apprend qu'ils ont été arrêtés. Et vous allez entendre dans cette scène le propos politique très fort, très marqué qu'Olympe de Gouges veut faire passer à partir des paroles de ces personnages. Coraline. J'étais sur le port au moment qu'on annonçait cette malheureuse nouvelle. Plusieurs colons attendaient avec impatience un navire qu'on découvrait dans le lointain. Il est enfin entré au port et aussitôt, tous les habitants l'ont entouré. Et moi, toute tremblante, je me suis enfuie. Pauvre Mirza, malheureuse à mort, nos tyrans ne leur feront pas grâce.
Azor. Oh, je t'en réponds bien, ils seront bientôt morts. Betsy. Sans être entendus, sans être jugés? Coraline. Jugés? Il nous est défendu d'être innocents et de nous justifier. Azor. Quelle générosité! Et on nous vend par-dessus au marché comme des bœufs. Betsy. Un commerce d'hommes? Au ciel, l'humanité répugne. Azor. C'est bien vrai. Mon père et moi avons été achetés à la côte de Guinée. Coraline. Bon, mon pauvre Azor, va. Quel que soit notre déplorable sort, j'ai un pressentiment que nous ne serons pas toujours dans les fers, et peut-être avant peu... Azor. Eh bien, qu'est-ce que nous verrons? Serons-nous maîtres à notre tour? Coraline. Peut-être. Mais non, nous serions trop méchants. Tiens, pour être bon, il ne faut être ni maître, ni esclave. Azor. Ni maître, ni esclave? Oh oh! Et que veux-tu donc que nous soyons? Sais-tu, Coraline, que tu ne sais plus ce que tu dis, quoique nos camarades assurent que tu en sais plus que nous? Coraline. Va, mon pauvre garçon, si tu savais ce que je sais. J'ai lu dans un certain livre que pour être heureux, il ne fallait qu'être libre et bon cultivateur. Il ne nous manque que la liberté, qu'on nous la donne, et tu verras qu'il n'y aura plus ni maître ni esclave. Donc, je pourrais passer beaucoup de temps dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le simple fait que ce sont des esclaves qui tiennent ces discours. Et l'une d'elles qui dit qu'elle a lu dans un livre des théories qui sont peut-être celles de Rousseau, qui a beaucoup inspiré Olympe de Gouges. Mais il y a aussi des phrases dans cette scène qui valent comme des slogans politiques, qui peuvent immédiatement frapper l'oreille du public et être reprises. Enfin, en tout cas, c'est probablement l'effet qu'Olympe de Gouges en attendait. Même si je vous raconterai un petit peu tout à l'heure l'histoire de cette pièce, ça ne s'est pas très bien passé, justement parce que ceux qui avaient des intérêts économiques dans l'esclavage et dans les colonies ont tout fait pour mettre des bâtons dans les roues d'Olympe de Gouges et empêcher que la pièce soit jouée. Puisque ça ne s'était pas fait. On n'avait pas mis sur le théâtre en France, et surtout pas à la Comédie Française, où la pièce devait être jouée, un tel sujet et de tels personnages. Des personnages de noirs ou d'esclaves dans une vogue orientaliste, exotique, il y en avait, qui étaient là pour amuser le public par leur étrangeté. Des personnages qui tiennent des propos pareils, c'était beaucoup plus gênant. Voilà. Donc, c'est un théâtre qui est politique, qu'on peut qualifier aussi de didactique. Les thèses défendues, qui sont portées par les personnages, sont plus importantes que les intrigues. Les intrigues sont inégales dans le théâtre d'Olympe de Gouges. Elles sont peut-être, mais je suis prudent parce que je ne les connais pas encore suffisamment, elles sont peut-être moins intéressantes que les personnages et les idées qu'ils défendent. Bien sûr, dans le reste de sa production, Olympe de Gouges utilise aussi une parole adressée dans ses textes politiques. Elle écrit beaucoup d'essais, de discours, de brochures, de petits textes argumentatifs. Ce sont des formes brèves, des publications courtes, et dans ces publications, on trouve des adresses, des injonctions, ainsi qu'une forte présence de la première personne. Pour vous donner un exemple simple et court, je cite un passage de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avant les premiers articles. Il y a des articles de loi imités, décalqués de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais avant cela, il y a plusieurs préambules, dont l'un dans lequel on lit cette adresse aux hommes, à l'homme, c'est au singulier, « Homme, es-tu capable d'être juste ?» C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Donc, des exemples comme ça dans ces brochures politiques, dans ces brochures, dans ces essais, dans ces textes argumentatifs, vous en avez des dizaines. C'est vraiment... c'est fait comme si, tout se passe comme si elle pouvait prendre la parole devant une assemblée, comme si elle pouvait s'adresser là aux hommes en général, à la moitié masculine de l'humanité.
Et puis, alors je ne vous donne pas tout de suite les titres, j'en utiliserai d'autres dans la suite de mon propos, de certaines de ces brochures, mais je vous signale 2 textes un petit peu à part par leurs caractéristiques génériques dans l'œuvre d'Olympe de Gouges. Il y a un conte philosophique qui s'appelle Le Prince philosophe, qui est un long conte. Les contes philosophiques qu'on connaît le mieux aujourd'hui sont ceux de Voltaire, Candide, l'ingénu, Microméga ou autres. Ils sont relativement courts, les contes philosophiques de Voltaire. Le Prince philosophe, c'est 2 volumes. En tout, on arrive à 300 pages. Et c'est une histoire orientale, un récit à la 3e personne, le seul de l'œuvre d'Olympe de Gouges. Mais à nouveau, avec le conte, on est dans une forme qui imite l'oralité. C'est comme si on prenait la parole à voix haute pour raconter une histoire dont les lecteurs et les lectrices, ou les auditeurs et les auditrices, sont invités à tirer des leçons. C'est une leçon sur les différentes formes de gouvernement et à nouveau sur une réflexion, plus qu'une leçon d'ailleurs, sur la place que les femmes peuvent avoir dans l'organisation politique. Et puis il y a un récit assez étendu également, qui est à mi-chemin entre la fiction et l'autobiographie, qui s'appelle Les Mémoires de Madame de Valmont, publié en 1788. Et là, on a à nouveau une écriture à la première personne, puisque ce sont des mémoires, un récit rétrospectif. La narratrice et le personnage principal se confondent. Et on a à nouveau, comme dans les textes directement politiques, une dimension argumentative forte. Olympe de Gouges revient sur des éléments de sa vie et demande d'une certaine manière que justice lui soit rendue. On peut dire que la plupart de ces publications on peut les qualifier d'écrits de circonstance. Ils sont presque toujours publiés en lien étroit et même en réaction à l'actualité politique. Alors, c'est pour ça qu'on a oublié, je vous en dirai un mot à la fin, et qu'on redécouvre tardivement l'œuvre d'Olympe de Gouges et qu'on a parfois du mal à la lire. C'est parce que ce sont des textes très très liés à l'actualité politique de la Révolution et à des détails de cette actualité, à son actualité au jour le jour. Cependant, de ce point de vue-là, l'œuvre littéraire d'Olympe de Gouges est très caractéristique de la période. C'est une période où les écrits politiques sont prédominants et où les discours, comme je vous le disais, sont prédominants. Pour élargir un tout petit peu la perspective, là c'est vraiment la Révolution qui déclenche quelque chose de tout à fait nouveau, précisément en 1788, au moment de la convocation des États généraux. Quand Louis XVI se laisse convaincre qu'il n'a plus d'autre solution pour résoudre la crise économique et politique très forte à laquelle il est confronté que de convoquer les États généraux. Dans la convocation des États généraux, il invite tous ceux qui sont compétents pour le faire à donner leur avis sur les réformes qu'il faut mener. C'est pour ça qu'on ouvre les cahiers de doléances dans les circonscriptions électorales qui vont ensuite élire les députés qui vont siéger aux États généraux, mais c'est aussi un appel d'air incroyable qui met un terme à une période où la censure exercée sur la librairie est très forte. Il y a une police de la librairie pendant toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui est très efficace. Et là, donc, pour publier un livre de façon légale, autorisée, il faut d'abord le faire lire à un employé de l'administration de la librairie, à un censeur, qui doit donner son autorisation. Et là, la convocation aux États généraux permet de s'affranchir de cette obligation de la censure préalable, permet à celles et ceux qui veulent participer au débat de publier des textes pour donner leur avis sur l'état du royaume et les réformes à mener. Et Olympe de Gouges elle-même participe dès 1788 et 1789 à ce débat-là. Et bien sûr, c'est moins évident pour elle, c'est encore moins évident pour elle de le faire parce qu'elle est une femme, mais ce que je préfère retenir pour le moment,
c'est ce moment d'ouverture des possibles dans la production écrite, dans les publications. Et Olympe de Gouges, alors là je vous donne quelques exemples de titres pour vous donner une petite idée de ce qu'elle écrit. Elle publie une lettre au peuple ou projet d'une caisse patriotique par une citoyenne en septembre 1788. Elle a l'idée d'un impôt volontaire. Elle publie des remarques patriotiques par la citoyenne auteure de la lettre au peuple en décembre de la même année, 1788. Puis, en 1789, Le bonheur primitif de l'homme ou les rêveries patriotiques. Et en avril 89, un dialogue allégorique entre la France et la vérité dédié aux États généraux. Et les États généraux s'ouvrent en mai 1789. Donc, très active, comme beaucoup d'autres, mais quand même, 4 textes dans cette période, c'est quand même dans la moyenne haute de celles et ceux qui ont pris la plume. Elle publie 4 textes. Vous connaissez de nom nécessairement le texte le plus célèbre de cette série de textes déclenché, provoqué par la convocation aux États généraux, c'est « Qu'est-ce que le tiers-État » de Sieyès. Qu'est-ce que le tiers-État de Sieyès? C'est l'une de ces centaines de brochures qui sont publiées à ce moment-là par celles et ceux qui veulent prendre la parole dans le débat politique qui s'ouvre avec la convocation des États généraux. Et vous voyez qu'Olympe de Gouges, elle est très présente à ce moment-là. Je ne sais pas du tout ce que vous avez, vous, comme représentation, comme conception de la littérature. On pourra en discuter tout à l'heure. Mais en tout cas, je dirais la chose suivante. Il ne faut pas tirer de ce que je viens de dire là de conclusions hâtives. Ce n'est pas parce que c'est politique ou de circonstances situées et adressées que c'est moins littéraire. Il y a eu par la suite des moments dans l'histoire littéraire qui ont été des moments de réaction très forts contre ce genre de littérature, notamment après la Révolution de 1848. Et peut-être que quand Judith Lioncan viendra parler de George Sand, elle parlera de ce moment particulier de réaction politique et littéraire qui a suivi immédiatement la Révolution de 1848. Et à ce moment-là, on a dit, la vraie littérature, c'est celle qui est la plus éloignée possible de la politique. C'est la grande littérature. On dit ça en interprétant d'ailleurs de façon trop partielle Flaubert, parce qu'il y a des choses extrêmement politiques chez lui aussi. On peut dire ça en s'appuyant sur Baudelaire, ou sur Mallarmé, ou sur d'autres. Mais on a cette histoire des représentations de la littérature au XIXe siècle, à l'époque romantique et dans ses suites, qui a privilégié des auteurs qui prenaient le plus de distance possible avec l'actualité sociale et politique. Et c'est l'une des raisons qui fait que la littérature d'Olympe de Gouges et de ses contemporains nous est moins familière que la littérature qui est le plus souvent enseignée, qui est le plus valorisée et qui s'éloigne plutôt de ce type de production. Alors voilà, donc Olympe de Gouges participe à un moment de grande effervescence, à un moment de débat, avec un type de littérature qu'on peut appeler littérature discours, mais paradoxalement, et j'en viens à ma deuxième partie, paradoxalement, la parole d'Olympe de Gouges a souvent été empêchée. Cette littérature discours a été, pour elle tout particulièrement, condamnée presque toujours à rester sous une forme écrite. Elle aurait rêvé de prendre la parole à l'Assemblée. Elle est entrée 2 ou 3 fois à l'Assemblée. Elle y a porté des lettres. Elle y a fait des propositions. Mais là encore, elle a dû passer par des formes écrites. On sent bien à la lire qu'elle voulait prendre la parole et qu'elle a réclamé cette possibilité de prendre la parole, comme les hommes. Mais elle a dû s'en tenir presque toujours à une forme écrite. Elle n'a pas pu monter à la tribune. Elle n'a pu toucher son public que par ses écrits. Et elle a rarement pu faire représenter ses pièces de théâtre. Donc, c'est de cela que je voudrais parler maintenant. Je voudrais insister dans une deuxième partie que j'appelle un combat pour la parole, sur les difficultés
qu'Olympe de Gouges a rencontrées pour prendre la parole, et même pour être lue, même en passant par l'écrit, je ne reviens pas forcément là-dessus, elle a dû passer par l'écrit, mais malgré cela, elle a rencontré beaucoup de difficultés, et sur les solutions qu'elle a essayé de trouver. Je vois 3 grandes difficultés. La première, c'est qu'on ne peut pas parler de tout. Il y a des sujets dont il est facile de parler, et il y a des sujets dont il est beaucoup plus difficile de parler. J'en ai déjà donné un exemple avec la pièce d'Olympe de Gouges sur l'esclavage. C'est un sujet qui n'était absolument pas le bienvenu. Alors, je vous résume l'histoire de cette pièce. Olympe de Gouges écrit le texte en 1783 et le présente à la Comédie Française. À l'époque, la Comédie Française, elle ne joue pas le répertoire ancien. Elle a un comité de lecture qui accepte de lire les pièces qui lui sont soumises et qui décide ensuite de les jouer ou pas. Et c'est une organisation assez officielle, réglementée. Et si la Comédie Française, au terme d'un comité de lecture, décide d'accepter une pièce, elle est tenue ensuite de jouer cette pièce. C'est un engagement qu'elle prend de jouer cette pièce. En 1783, Olympe de Gouges présente sa pièce. La pièce est lue par le comité de lecture en 1785 et elle est acceptée. Chose assez remarquable. Ils savaient que c'était écrit par une femme, ils ne l'ont pas su dans un premier temps, mais ils l'ont su assez vite. Et malgré cela, ils ont estimé que cette pièce était une bonne pièce et que ce serait bon pour la Comédie Française de la jouer. Mais ensuite, les colons, ou ceux qui défendaient les intérêts des colons, ceux qui avaient des intérêts économiques dans l'esclavage, ont fait pression sur la Comédie Française pour que les comédiens français ne tiennent pas leur engagement. Et ça a donné lieu à un long conflit qui a duré plus de 4 ans, puisque après beaucoup d'interventions d'Olympe de Gouges, après des disputes par voie de presse dans les journaux et dans des brochures, après une intervention des autorités municipales, les comédiens de la Comédie Française, sans doute contraints aussi par les événements du printemps, de l'été et de l'automne de 1789, acceptent enfin de commencer les répétitions et de mettre la pièce à l'affiche fin décembre 1789. Mais ils le font de très mauvaise grâce, ils jouent contraints et forcés, et donc ils répètent peu, et ils jouent très mal. Et par ailleurs, les esclavagistes envoient de très nombreux alliés dans la salle pour siffler, pour faire du tapage, pour s'assurer que la pièce ne sera pas entendue et pour tout de suite essayer de peser sur l'opinion pour que l'opinion pense qu'il s'agit effectivement d'une très mauvaise pièce. Les comptes rendus dans les journaux ne vont pas tous dans le même sens. De ce point de vue-là, Olympe de Gouges arrive à avoir quelques alliés dans les journalistes qui rendent compte de sa pièce le lendemain. J'ai beaucoup insisté sur son courage, sur son originalité. Elle n'est pas la seule à prendre la parole contre l'esclavage à ce moment-là. Il y a une société des Amis des Noirs dont elle est proche, elle connaît plusieurs de ses membres. Elle a des alliés aussi. C'est cette première représentation de Zamore et Mirza, enfin, qui s'appelle à ce moment-là l'esclavage des Noirs, ça a quelque chose à voir avec la première représentation d'Hernani, ce qu'on appelle la bataille d'Hernani, quand Victor Hugo et la jeune génération romantique sont opposés aux défenseurs du classicisme qui trouvent que la pièce d'Hugo est un scandale. Il y a en commun l'agitation très forte et le bruit médiatique autour de la représentation de la pièce. Toujours est-il que la première représentation laissait un petit espoir à Olympe de Gouges, malgré tout ce qui avait été fait contre elle, mais la deuxième et la troisième représentation attirent un public très peu nombreux. Il faut dire que c'est au moment de Nouvel An. C'est à la toute fin et au tout début de l'année 1789 et au tout début de l'année 1790, ce qui est une période peu propice
pour une pièce nouvelle. Et le règlement de la Comédie Française stipule que si la recette est insuffisante au bout de 3 pièces, les comédiens sont dégagés de leur engagement et peuvent mettre la pièce dans un tiroir et ne plus jamais la jouer. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, au bout de 3 représentations, Zamore et Mirza disparaissent. Olympe de Gouges s'est beaucoup battue, continue à se battre après, en vain. Et dans les choses qu'elle fait pour que sa pièce existe quand même, elle la publie 2 fois. Elle la publie une fois en 1788 pour faire pression sur la Comédie Française avant la représentation. Et la représentation entraîne un certain nombre de modifications. Elle tient compte des reproches qui sont faits à l'issue de la première représentation pour modifier très rapidement la pièce. On n'a pas idée aujourd'hui, en tout cas si on a en tête le théâtre classique avec un texte qui doit être respecté à la syllabe près quand c'est un texte en vers, on n'a pas idée de la malléabilité des textes de théâtre à l'époque. Si ça se passe mal à la première représentation, l'auteur il la réécrit dans la nuit et il supprime des personnages et des scènes pour tenir compte des critiques les plus vives qui ont été faites. Et c'est ce que fait Olympe de Gouges, et puis les choses changent aussi entre 88 et 92, et donc elle republie dans une version un peu différente la même pièce en 1792. Voilà. Autre exemple de sujet dont on ne parle pas ou peu, la place des femmes dans la Révolution française. Alors là, je vais à nouveau au plus simple, avec la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dont le but est de faire revenir les femmes dans la discussion politique. Le problème là, c'est pas qu'on l'empêche de le dire, c'est que personne ne remarque ce texte. Ce texte qui aujourd'hui pour nous est le texte principal et parfois unique d'Olympe de Gouges, on n'a aucune trace de sa réception à l'époque de la Révolution. On n'a aucune preuve que quelqu'un l'ait lu. Les personnes qui ont, les chercheurs qui se sont penchés de près sur cette question pensent qu'il a été tiré en un très petit nombre d'exemplaires. Aucun journal n'en dit quoi que ce soit. Aucun autre texte n'y fait allusion. Olympe de Gouges, c'est une figure relativement connue. Son nom est assez connu, elle fait beaucoup, elle, pour qu'on la connaisse. Zamore et Mirza, ça a fait du bruit. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pas du tout. Personne n'en parle. Ça n'est pas un sujet. Donc voilà, ça c'était la première difficulté. Il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres, soit parce qu'ils suscitent une grosse opposition, soit parce qu'on n'arrive même pas à les faire exister dans le débat public. On connaît bien ça dans ce bâtiment, ce genre de difficultés et des questions qui sont parfois très importantes pour nous, mais qu'on n'arrive pas à faire passer dans le débat public. Donc Olympe de Gouges a été confrontée à cela. Deuxième problème, c'est la deuxième difficulté, elle est liée aux moyens. Comment peut-on prendre la parole ? Alors, là, il y a à la fois une question matérielle et une question culturelle. Je commence par la question matérielle. Pour pouvoir être entendu, alors si on veut passer par le théâtre, il faut des comédiens qui acceptent de jouer les pièces. Je vous en ai donné un exemple avec Zamore et Mirza. Elle a trouvé des comédiens pour jouer ses pièces, pour quelques autres pièces. C'est rare que ça se soit bien passé. Olympe de Gouges, elle a dénoncé la Comédie Française dans le conflit qu'elle a eu à propos de Zamore et Mirza. Elle écrit par exemple dans un mémoire contre la Comédie Française: de toutes les associations enfantées par la manie des privilèges exclusifs, l'aréopage comique est peut-être celle qui réunit les caractères les plus odieux d'injustice et de tyrannie. Longtemps avant la Révolution, les bons esprits s'élevèrent contre le despotisme exercé par les comédiens français sur le plus brillant de tous les arts. Vous voyez comme elle reprend le vocabulaire politique des débats très vifs qui ont lieu au moment où elle écrit. Ces mots qui sont utilisés contre ce qu'on appelle les aristocrates, c'est un des néologismes politiques de la Révolution, elle les reprend pour accuser la Comédie Française qui a une situation de monopole et qui est libre de décider, elle, ce qui sera joué et ce qui ne sera pas joué. En tout cas, pour une partie des scènes parisiennes. C'est peut-être un peu plus facile de faire jouer ces pièces ailleurs.
Alors, pour mieux toucher son public, Olympe de Gouges passe par l'écrit et même elle publie beaucoup à ses frais. Je n'ai pas de certitude encore à ce sujet, mais j'ai l'impression, on trouve certains de ses ouvrages qui sont publiés chez des imprimeurs libraires, ce qu'on appelle aujourd'hui des éditeurs, et qui sont vendus. On a des annonces dans les journaux avec des prix. Mais d'autres ouvrages, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et beaucoup de brochures, sont probablement des ouvrages qui n'étaient pas vendus, qu'elle pouvait distribuer. Ce sont des ouvrages qui font 8 pages, 16 pages, 24 pages, c'est-à-dire jamais plus qu'une feuille imprimée. On passe une feuille sous la presse, parfois recto simple, parfois, enfin toujours recto verso, mais parfois on peut faire 2 brochures avec une feuille, voire 4 brochures avec une feuille, et ensuite on plie pour faire un petit cahier, et c'est un unique cahier, et tout est rempli depuis le haut de la première page jusqu'à la fin de la dernière page, et il n'y a pas d'indication de prix, il n'y a pas d'indication d'imprimeur, et on sait, les historiennes qui ont travaillé sur elle savent qu'elle a beaucoup utilisé de ses revenus pour payer ses imprimeurs. Donc elle publie beaucoup à ses frais, et dans la deuxième partie de la Révolution, en tout cas de sa Révolution à elle, puisque son histoire s'arrête en 1793, elle publie des affiches. Si vous avez l'occasion, faites une recherche même avec Google ou un autre moteur de recherche, allez voir les affiches d'Olympe de Gouges. C'est des grandes affiches en couleur, papier, c'est du papier en couleur, rouge, vert, rose, par exemple. C'est pas l'image qu'on se fait de cette période-là de la littérature. Et ces affiches, il y a un grand titre sur toute la largeur de l'affiche et 2 ou 3 colonnes avec un texte très serré. Et ces affiches, elles étaient imprimées en quelques centaines d'exemplaires et posées sur les murs de Paris. Et c'est un mode de publication qu'elle utilise beaucoup à partir de 1792 surtout. En 1792-1793, elle fait autant d'affiches que de brochures. L'autre difficulté liée aux moyens, c'est les moyens culturels, c'est son éducation et c'est son origine. Olympe de Gouges, elle vient de Montauban, et à Montauban, en 1780, on parle un français qui est très marqué du côté de la Languedoc. Il y a des termes qui sont plutôt du côté de l'occitan actuel que du français. Et pour elle, le français tel qu'on l'écrit et tel qu'on le parle à Paris est quasiment une langue étrangère. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Peut-être qu'elle exagère les choses, mais dans un texte que je vais vous lire maintenant, dans la préface de L'Homme généreux en 1786, elle écrit ceci. « Je crois, sans m'abuser sur mon compte, que le plus grand reproche que l'on peut me faire est de ne savoir pas l'art d'écrire avec élégance qu'on exige aujourd'hui. Élevé dans un pays où l'on parle fort mal sa langue, et ne l'ayant jamais apprise par principe, alors ne l'ayant jamais apprise par principe, c'est-à-dire n'ayant jamais eu des maîtres pour me l'apprendre en passant par des règles, ça ne veut pas dire que son principe était de ne pas apprendre, c'était qu'elle ne l'a pas apprise de façon méthodique. On dirait aujourd'hui de façon méthodique. Ne l'ayant jamais apprise par principe, il est étonnant que ma diction ne soit pas encore plus défectueuse. Si je croyais cependant qu'en adoptant la manière des autres, je puisse gâter le naturel qui m'inspire des sujets neufs, je renoncerai à ce qui pourrait m'être le plus indispensable. Peut-être me pardonnera-t-on en faveur de la nouveauté ces fautes de style, ces phrases plus sensibles qu'élégantes, et enfin tout ce qui respire la vérité. » Alors, dans ce genre de déclaration, dont on trouve plusieurs exemples dans son œuvre, il y a une part de rhétorique, c'est-à-dire que, et on trouverait des choses ressemblantes chez Rousseau et chez beaucoup d'autres, ça consiste à dire « je ne suis pas artificiel, je suis naturel, ce qui compte pour moi c'est la vérité, et les défauts même de ma manière de m'exprimer sont la preuve de ma franchise, et je ne suis pas comme ces belles dames ou surtout ces beaux messieurs
qui vous charment par leur discours bien fait, mais plein de mensonges. Voilà. Il y a évidemment cela qui existe chez Olympe de Gouges comme chez beaucoup d'autres. Mais il y a aussi la revendication d'un droit à prendre la parole quand on ne maîtrise pas les codes culturels des élites. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant chez elle, et qui résonne avec des débats d'aujourd'hui. Est-ce que quand on fait des fautes de français, on n'a pas le droit de participer ni au débat public et encore moins au débat littéraire? Olympe de Gouges dit non, et elle dit que ce qu'elle apporte, ce qui justifie qu'elle s'obstine à écrire, à publier, à s'adresser à son public, c'est sa recherche de la vérité, sa volonté d'être utile, et peut-être, pourrait-on dire aussi, sa passion, son énergie, son désir de contribuer à ce que la Révolution apporte de positif. Et on est à une époque où c'est l'époque de certains discours, pas tous, hein, mais de discours qui présentent le français comme une langue universelle, avec l'idée que c'est la langue de la raison. Que si la Révolution a lieu en France, ça prouve encore plus que le français est la langue de la raison. En fait, socialement, le français, au XVIIIe siècle, en Europe, c'est la langue des élites. Donc à partir de là, il y a un glissement. On a des théoriciens qui disent c'est la langue de la raison, il y a une seule raison, il n'y a qu'une seule langue qui est parfaite pour porter cette raison, c'est le français. Et elle, Olympe de Gouges, elle répond ce n'est pas vraiment ma langue, je l'écris mal, je l'écris à ma manière, mais j'ai des choses à dire et je revendique le droit de les dire. Voilà. Donc ça me semble un geste fort de démocratisation de l'activité littéraire. La troisième difficulté sur laquelle je serai beaucoup plus rapide, le troisième obstacle, qui est peut-être plus évident en fait, c'est la question de savoir qui est liée à ce que je viens de dire, donc je vais plus vite. Qui peut écrire? Qui est légitime pour écrire? Dans un autre texte de 1786, la préface d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Le mariage inattendu de Chérubin », Olympe de Gouges commence par écrire « Je suis femme et auteur ». Et pour ses lectrices et ses lecteurs, c'est une sorte de paradoxe, une affirmation forte, c'est inattendu, je suis femme et pourtant aussi auteur. C'est évidemment l'un des éléments principaux de son œuvre, cette revendication de pouvoir écrire en tant que femme. Elle peut s'inscrire dans l'exigence de démocratisation dont je viens de parler. C'est un combat difficile. Elle est victime d'attaques misogynes, surtout dans les derniers mois de sa vie et juste après sa mort. Si je donne quelques éléments sur sa mort, elle est emprisonnée puis condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire parce qu'elle a fait une affiche dans laquelle elle a demandé qu'on organise un vote pour choisir le régime politique de la France. Et elle a demandé, dans ce texte qui s'appelle les 3 urnes, parce qu'il fallait que chacun dépose son bulletin dans l'urne qui correspondait à son choix, qu'on choisisse entre la République une et indivisible, c'est-à-dire la République des montagnards, des Jacobins, de Robespierre, entre la République fédérative, celle des Girondins, qui, au moment où elle fait cette affiche, est déjà hors la loi, et pire, 3e choix, la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire la Révolution, la Constitution de 1791. Et donc, en pleine année 1793, au moment où les tensions politiques sont les plus fortes sur ces questions-là, au moment où les Girondins sont éliminés et pour certains exécutés parce qu'ils défendent une république fédérative, en tout cas on les accuse de cela, Olympe de Gouges fait une affiche où elle dit qu'il faut laisser le choix au peuple entre ces 3 solutions. C'est pour ça qu'elle est arrêtée, puis condamnée à mort. Entre-temps, elle a aussi, pendant cette période, elle a aussi écrit des attaques très très violentes contre Robespierre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en lire une, mais c'est des attaques d'une violence assez incroyable. Évidemment, ça a pesé aussi dans sa condamnation. Donc, si je dis ça, c'est pour vous dire que elle n'a pas été exécutée parce qu'elle était une femme. Mais, quasiment dès le lendemain de sa mort, on l'utilise comme exemple pour justifier l'évacuation des femmes de toute la vie politique. On a plusieurs dirigeants révolutionnaires qui disent « Regardez,
mesdames, si vous voulez prendre la parole et faire de la politique, vous allez faire comme cette horrible Olympe de Gouges qui était complètement folle. Et c'est vraiment pas un exemple à suivre. Et qu'on a dû exécuter avec Marie-Antoinette, puisque c'est quasiment au même moment, elles sont associées. Donc, dans le détail de ce qui lui a valu son emprisonnement et sa condamnation et son exécution, le fait qu'elle soit une femme n'a pas pesé, aurait à la limite pu lui éviter la mort, mais par contre, il y a une façon vraiment misogyne, insupportable d'utiliser sa mort comme exemple prouvant que les femmes ne doivent surtout pas manquer à leur devoir de femme en entrant dans le débat public qui est très forte juste après sa mort. Alors, pour répondre à ça, Olympe de Gouges s'adresse souvent aux femmes, par exemple dans la préface pour les dames de ses œuvres qu'elle publie en 1788, « Mes très chères sœurs, c'est à vous à qui je recommande tous les défauts qui fourmillent dans mes productions. Puis-je me flatter que vous voudrez bien avoir la générosité ou la prudence de les justifier, ou n'aurais-je point à craindre de votre part plus de rigueur, plus de sévérité que la critique la plus austère de nos savants, qui veulent tout envahir et ne nous accordent que le droit de plaire. » Donc elle appelle à une solidarité des femmes qui veulent écrire, qui écrivent, malgré tout ce qui les en empêche. Alors, j'avance vers la fin. J'avais trouvé un titre qui me plaisait bien pour ma troisième partie, qui était on ne naît pas Olympe de Gouges, on le devient. C'est-à-dire que, voilà, malgré tous ces obstacles, elle a réussi. Et je voudrais vous dire, mais je vais vraiment le faire vite, à mon sens, ce qui fait qu'elle a globalement réussi. D'abord, elle a réussi à se faire un nom. Olympe de Gouges, c'est un nom de plume. Elle s'appelle Marie Gouze. Elle a une histoire familiale compliquée. Je n'ai pas besoin de revenir dans les détails de sa biographie, ce n'est pas central dans mon propos. Mais elle s'est choisi un nom, comme d'autres dans son siècle, Voltaire, par exemple. Et ce nom, elle l'a fait exister par son œuvre. Même si elle a eu du mal à faire jouer ses pièces, même si elle a eu du mal à rencontrer son public, c'est un nom qui est resté. Et c'est un nom qui est resté dans la forme qu'elle avait choisie, elle. À une époque où les autres femmes qui essayent d'écrire changent de nom entre leur nom avant le mariage et leur nom après le mariage, parfois se remarient. Il y a une des autrices les plus intéressantes qui est Constance de Salm ou Constance de Théis ou Constance Pipelet. Elle a au moins 3 noms et on ne sait jamais lequel utiliser. Il y a une vraie difficulté pour une femme qui est liée aussi à l'état civil, à la place qui leur est donnée de suggestion par rapport à l'homme dont elles dépendent, leur père ou leur mari, qui fait que c'est difficile de se faire un nom comme autrice. Elle a réussi. Et puis, elle l'a fait aussi en saisissant souvent les occasions de se mettre en scène comme dans des duels avec certains très grands noms masculins de son époque. Je vous ai déjà parlé de son opposition à Robespierre. Tu te dis l'unique auteur de la Révolution. Tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras éternellement que l'opprobre et l'exécration. Je ne m'épuiserai pas en efforts pour te détailler. En peu de mots, je vais te caractériser. Ton souffle méphétise l'air pur que nous respirons actuellement. Ta paupière vacillante exprime malgré toi toute la turpitude de ton âme. Et chacun de tes cheveux porte un crime. Bon, on pourrait étudier les images qu'elle utilise, tous les procédés de la polémique. Mais ce sur quoi je veux insister là, c'est que dans ce texte, ou dans ces textes, il y en a plusieurs, où elle s'attaque à Robespierre, elle se met à son niveau, elle se présente comme son égale. Elle dit, moi, Olympe de Gouges, femme, obscure, provinciale, je prétends être l'égale de Robespierre. Et 10 ans plus tôt, 6 ou 7 ans plus tôt, en 86, elle fait la même chose avec Beaumarchais. Elle écrit une suite du Mariage de Figaro. Elle est sur le point de la faire jouer. Le texte plaît beaucoup aux comédiens qui seraient prêts à la jouer. C'est la comédie italienne cette fois-ci. Et Beaumarchais l'apprend et dit « Pas question, c'est mon œuvre.
On n'a pas le droit comme ça d'écrire une suite de ce que j'ai écrit, et il fait pression sur les comédiens pour qu'ils ne la jouent pas. Et donc là, Olympe de Gouges, j'écris des textes à nouveau très polémiques, où elle se présente, il y a une déclaration, il y a une proposition de duel explicite dans un texte avec Beaumarchais. Mais c'est assez habile, c'est assez rhétorique. Ça la présente aux yeux du public comme l'égal de celui qui est considéré comme l'un des plus grands auteurs à ce moment-là. Voilà. Et puis elle écrit beaucoup dans ses textes qu'elle songe à sa postérité. Elle l'écrit par exemple dans son dernier texte, qui est le testament politique d'Olympe de Gouges. Elle a la conviction, en tout cas, elle dit avoir la conviction, et ça participe à ce qu'elle fait pour construire son image d'autrice, qu'elle sera reconnue après sa mort. Je vous lis un texte que j'aime beaucoup dans un tout autre registre et qui nous éloignera un petit peu de novembre 93, qui est un moment un peu pesant quand même dans cette histoire, parce que par ailleurs, le monstre qu'elle fait de Robespierre est pour une part une grande fiction littéraire aussi. On sait qu'il y a des choses beaucoup plus nuancées et intéressantes à dire sur Robespierre, et qui peut servir de modèle sur des terrains tout différents. Mais alors voilà, un texte dans un ton très différent, où elle se compare cette fois-ci à Necker. Elle se compare à Necker au moment où elle pense que Necker va être envoyé. Necker, c'est le ministre des Finances, c'est le premier ministre de Louis XVI, à partir de 1788, je crois, et jusqu'en 1791. Et en 90, on pense que Necker va partir à nouveau, qu'il va être congédié. Et là, Olympe de Gouges publie un texte qui s'appelle « Départ de Monsieur Necker et de Madame de Gouges », ou les adieux de Madame de Gouges aux Français et à Monsieur Necker. Et elle s'adresse à Necker. « Vous partez, la bourse abondamment garnie, dans une berline bien douce et bien suspendue. Et moi, presque ruiné par mes imprimeurs, je pars, juché dans une carriole rude et mal attelée, entouré de ma chère collection dramatique et patriotique, semblable à cet égard au divin Homère, qui gagnait, dit-on, sa vie en récitant de ville en ville les vers de son poème immortel. Ah, voilà le point où nous différons de beaucoup. Vous emportez un portefeuille plein d'excellents projets qui n'ont pas réussi. Je vais, moi, faire connaître à l'étranger les écrits d'une femme qui aurait peut-être sauvé la patrie, si on ne les eût pas d'abord dédaignés et calomniés, mais qu'on ne suit pas moins actuellement. Voilà encore où nous différons le plus. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'elle se met en scène. Alors, j'ai hésité toute la journée à le dire ou pas, et tant pis, je vais le dire. Pour moi, là, il y a des choses qui ressemblent à ce que Chateaubriand va écrire quelques années plus tard, dans la comparaison avec Homère, dans la mise en scène comme écrivain. Vous voyez, elle s'imagine écrivain mal compris, mal aimé, partant sur une pauvre carriole, avec pour seul bagage ces textes que personne n'a lus pour le moment, mais qui seront lus plus tard, et voué à l'errance pour rencontrer enfin son public, tel Homère aveugle, errant de ville en ville. Donc elle se met vraiment en scène comme autrice, avec une inventivité assez remarquable, et c'est sans doute cela qui est l'un des points sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui pour la redécouvrir. J'aurais voulu dire aussi que c'est une brillante polémiste, mais peut-être que si je résumerais ça à une invitation, lisez le tout début de la Déclaration des droits de l'homme, des droits de la femme, pardon, et de la citoyenne. Ça commence par une adresse à la reine, qui finit par « Je suis avec le plus profond respect, madame », dit-elle à la reine en 1791, « votre très humble et très obéissante servante de Gouges ». Et en fait, quand on lit cette adresse, donc quand on voit ça, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'elle était un peu monarchiste, qu'elle a été républicaine tardivement. » En fait, c'est très difficile de la cataloguer, de la situer dans ses opinions politiques. Puis quand on lit de près, on voit en fait qu'elle fait des reproches et même des menaces à la reine. C'est un texte très très polémique contre la reine. Ça ressemble à une dédicace comme on les faisait dans les ouvrages de l'Ancien Régime. On fait un bel ouvrage, on le dédicace à un prince, à un membre de la famille royale ou à la reine elle-même. Et en fait, ce sont des attaques et des accusations contre Marie-Antoinette qui sont très fortes quand on lit le texte. Voilà. Alors, en deux mots pour conclure, ce que j'apprécie, ce que je retiens d'elle, c'est
son refus d'une certaine forme d'ordre établi, que ce soit politique ou littéraire, et sa manière de questionner les choses. Et c'est en cela, voilà, je disais à l'instant que c'est difficile de la situer sur l'échiquier politique. Elle est assez favorable à la monarchie constitutionnelle, elle se déclare républicaine quand la République s'impose, elle a sa propre conception de la République, mais au fond, ce qui importe, c'est que dans son œuvre dense, abondante, resserrée sur une période assez courte, elle a constamment demandé la parole et demandé à pouvoir poser des questions qu'on ne posait pas, qu'on posait peu. La question de l'esclavage, la question de la place des femmes et de la place politique des femmes. La suite de son histoire a été très paradoxale parce que, dans un premier temps, elle a complètement disparu des mémoires pendant quasiment 200 ans. Ces textes, aucun de ces textes n'a été réédité avant 1986. On parlait très peu d'elle, les historiens de la Révolution l'évoquaient en passant comme ça, rapidement. Elle apparaît comme personnage dans une ou deux pièces de théâtre de la fin du XIXe siècle, au moment du centenaire de la Révolution française. Mais sinon, personne ne la connaît. Et surtout pas en histoire littéraire. Personne n'aurait l'idée, jusqu'à récemment, n'aurait eu l'idée de lui faire une place dans un propos sur la littérature. Et puis, il y a eu le travail de l'historien Olivier Blanc, il y a eu beaucoup de publications par des maisons d'édition féministes, et en particulier au moment du bicentenaire de la Révolution française, où elle a été redécouverte. C'est retombé un petit peu, et c'est reparti depuis 2010-2012, avec la bande dessinée de Catel et Bocquet, le roman graphique assez abondant sur la vie d'Olympe de Gouges qui a beaucoup compté, et puis avec la tentative assez poussée de la faire entrer au Panthéon, poussée notamment par des élus socialistes, je crois. Peut-être que Ségolène Royal en a parlé à un moment d'une de ses campagnes. Mais ça n'a pas abouti du côté du Panthéon, mais ça a déclenché... c'est depuis cette époque-là, c'est vers 2010, qu'on a des rues Olympe de Gouges, des places Olympe de Gouges, des lieux qui s'appellent Olympe de Gouges dans les mairies. Il y a une étudiante en histoire de l'université de Toulouse, dont le nom m'échappe là, qui a fait 2 mémoires là-dessus, qui voit les procès-verbaux des municipalités qui décident d'appeler un espace public Olympe de Gouges. C'est tout récent. Et puis les éditeurs s'intéressent à nouveau à elle. Et puis là, cette fois-ci, elle est au programme du bac. Elle est au programme du bac. On pourrait la canoniser, en faire une autrice classique en disant qu'elle est celle qui parachève la Révolution et qui rend notre si belle République parfaite, puisqu'il y a les droits des hommes et les droits des femmes grâce à Olympe de Gouges. Elle est parfois un petit peu présentée comme ça, mais au fond, et maintenant je m'arrête vraiment, elle a quelque chose de dérangeant, d'insaisissable, de subversif qui dépasse ça et qui fait qu'il y a encore beaucoup à découvrir avec elle. Merci. Merci pour ce panorama sur Olympe de Gouges. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, je vais vous passer un micro. Voilà, moi j'avais une question, mais finalement vous avez répondu à la fin. Donc je me posais justement, en 93, alors finalement, elle ne défend a priori pas les fédéraux, les Girondins, qui sont interdits en effet. Alors c'est la monarchie, elle défendait, mais pas clairement la monarchie non plus, la monarchie constitutionnelle. Et c'est vrai qu'elle se plaçait clairement où alors finalement, puisque elle appartient, elle fréquente les milieux d'une bourgeoisie assez aisée. Elle n'a jamais de gros problèmes d'argent. Elle a même encore des revenus qui lui permettent une captivité assez confortable. Et ses réseaux de sociabilité, c'est beaucoup les Girondins, les proches des Girondins. C'est d'eux dont elle est proche, par ses conditions de vie et par ses idées, c'est vraiment d'eux dont elle est proche. Et elle est proche de cette bourgeoisie éclairée, dont on dit parfois qu'elle est la grande gagnante de la Révolution. Après, dans le détail,
Quand la monarchie constitutionnelle est à la mode, elle est pour la monarchie constitutionnelle. Quand la République s'impose, elle est pour la République. Mais dans ces textes, elle va toujours poser une question qui dérange, une question qu'on ne veut plus poser. Et donc, c'est pas suffisant de la réduire à un choix, à un affichage politique qu'elle fait à un moment. Oui, parce qu'elle critique Necker. Donc Oui, elle critique Necker, elle critique la reine. Au moment du procès du roi, elle propose de prendre sa défense. C'est l'un des moments où elle essaye d'avoir une existence publique. Elle propose d'être l'avocate de Louis XVI avec l'avocat officiel. Oui, avec Malesherbes, effectivement. Mais et c'est pas retenu, ça fait un tout petit écho dans les journaux. Mais ça n'empêche pas d'avoir des textes très durs contre le roi à côté. Oui. En fait, de toute façon, elle est aussi assez solitaire et assez exaltée à sa manière. Elle a une manière de jamais être d'accord, quelle que soit la situation, mais qui est justement intéressante chez elle. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup éclairé parce qu'en fait, je ne la connais pas bien. Et vous avez quand même dit une chose, c'est que vous ne pensez pas que ce soit très intéressant de parler, je dirais, de son histoire, et notamment familiale, et donc sociale. Mais vous avez suggéré qu'elle était fort compliquée. Moi, je me demande si cette femme, qui, en tout cas, quand les gens sont surexposés dans l'ignominie, c'est-à-dire aussi bien les femmes que les Noirs, là, elle a une position absolument juste, quoi. Alors, on pourrait revenir aussi par rapport au catholicisme, qui quand même, pour une part, avait gueulé contre, par exemple, la manière de traiter les Noirs, les esclaves. Et moi, je me suis posé la question, parce que je ne connais pas très bien l'histoire de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, mais un petit peu quand même. Et comme il y a eu, ça a été un bastion protestant, cette ville. Et je me demande si ça n'a pas joué. C'est-à-dire les débats qu'il y a dû avoir, notamment au sein de cette ville où elle naît, je pense que ça n'a pas dû être négligeable. En tout cas, la question polémique et le fait qu'il y ait des polémiques fortes sur des sujets très forts, parce qu'entre les protestants et les catholiques, je n'ai pas besoin d'insister pour savoir que ça chauffait dur, et s'il y avait mort d'hommes, et voire massivement mort d'hommes et de femmes, bien sûr. Voilà, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé si vous pouviez réagir. Deuxième chose, tout à fait sur un autre plan, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, moi qui suis un provençal et donc qui ai un peu connu la langue provençale, même si elle a été beaucoup interdite, y compris en frappant ceux qui osaient parler la langue provençale. Bon, là, il s'agit de l'occitan. Il n'empêche que moi qui fréquentais pas mal de temps les Antillais, quand vous avez évoqué sa défense très habile, très intelligente, très subtile, du fait qu'elle était provinciale et donc elle avait une autre langue, peut-être même d'ailleurs suivait-elle des cours quand elle s'est formée, peut-être en langue occitane. Et ça me rappelle un débat qu'il y a eu entre... Je ne vais pas jouer au parangon là-dessus parce que je ne suis pas très fort, mais ça m'a intéressé, entre Aragon, qui, après la guerre, alors qu'il a été celui qui a réuni pratiquement, on va dire, l'ensemble des poètes pour résister à l'oppression nazie, c'est-à-dire la barbarie, et y compris a réuni donc les poètes, la pensée, la liberté. Il a eu donc peu après, on va dire 2-3 ans après, peut-être 4-5 ans après, un débat avec le Martiniquais Aimé Césaire, à la fois politique et à la fois ô combien lui aussi poète. Et il me semble que ça rejoint, moi qui, je répète, ne suis pas spécialiste là-dessus, mais qui suis intéressé, ça rejoint donc cette polémique très habile, parce qu'elle le dit de manière modeste, elle s'excuse entre guillemets, ce qui est toujours très malin. Et donc ça me rappelle cette polémique, donc très forte et très intéressante, puisque Aragon voulait, là aussi je vais schématiser, moi je ne suis pas littéraire au sens strict, et Aragon qui voulait faire une poésie typiquement française,
Et après, je répète certainement que mon analyse est un peu superficielle, voire schématique. Et que bien sûr, Aimé Césaire, qui a une culture, je dirais, plus large, vu ses origines, vu l'originalité du créole, de la langue créole, eh bien s'oppose en disant que non, il n'y a pas d'universalité de la langue française. Et ce que vous avez évoqué très bien, c'est pour ça que je viens de me dire, tiens, ça fait résonance. Voilà, désolé si je n'ai pas été suffisamment clair, mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Comme on dit chez nous, ça m'a ravi. Merci. Elle était très probablement la fille naturelle d'un écrivain, d'un poète, Lefranc de Pompignan, qui ne l'a jamais reconnu. Et tout le sentiment d'injustice, s'il faut lui trouver une origine biographique, enfin tout, j'en sais rien, mais une grande part du sentiment d'injustice viendrait de là. Et dans le texte qui est en grande partie autobiographique, qui s'appelle Les Mémoires de Madame de Valmont, elle revient là-dessus. Et même dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, il y a plusieurs articles sur le droit pour les femmes de faire connaître le père de leurs enfants. C'est des articles qui, pour nous, ne font pas forcément sens et qui, pour elle, sont essentiels. Parce que ce qu'elle aurait voulu, c'est que sa mère puisse officiellement dire que son père était son père. Et alors, en plus, Lefranc de Pompignan, il est plutôt à droite, si on peut dire, c'est un peu anachronique. C'est un conservateur, c'est un défenseur du classicisme. Je crois, alors, je connais mal les questions religieuses, mais je pense qu'il serait plutôt du côté des catholiques qui ont participé à l'oppression des protestants. Et donc elle, se retrouvant non reconnue par ce père à qui elle en veut, voilà, il y a sans doute ça qui a pu jouer. Voilà. Et sur le débat sur la langue, oui, je suis d'accord, ça fait écho avec beaucoup de questions sur... pour moi, c'est fondamental, puisque c'est mon métier, la littérature française. Je suis spécialiste de littérature française et pas de littérature comparée. Et en plus, je travaille sur une période qui est celle de la Révolution française, qui est une période de centralisation et d'unification forte. Et je m'interroge, quelle place il y a là-dedans, il y a eu éventuellement, et quel débat il y a eu sur la possibilité d'une hétérogénéité linguistique et culturelle. Est-ce que, parce que j'ai entendu, bonsoir, j'ai entendu parler que la Révolution française, bien que le français devienne la langue imposée, enfin c'est une langue, c'est la constitution de la France qui fait que le français est la langue de la France, mais est-ce que la Révolution française n'a pas permis justement cette hétérogénéité, comme vous dites, c'est-à-dire la permission des langues régionales? Est-ce que ça a été vraiment réprimé par la Révolution française, ou est-ce qu'il y a eu des revendications au-delà de l'Olympe de Gouges sur justement la langue provençale ou des langues régionales comme le breton, etc., qui maintenant sont reconnues par la République française par rapport à des lois, elles sont enseignées dans certaines écoles. C'est pour savoir. C'est ambivalent, c'est très ambivalent. De toute façon, sur la période de la Révolution proprement dite, sur les 10 ans entre 1789 et 1799, on trouve souvent une mesure politique et son contraire, et parfois plusieurs allers-retours. Sur la question des langues, on pourrait appeler régionales aujourd'hui, je ne sais pas bien ce qui a pu être fait. Je sais que l'abbé Grégoire, qui est celui qui a inventé le mot vandalisme, et qui est le premier à avoir alerté sur la destruction du patrimoine culturel, s'est intéressé aussi aux langues régionales, mais j'en sais pas plus. Je sais juste que c'est de son côté à lui que j'irai voir s'il fallait que je me renseigne. Voilà, mais a priori pendant la Révolution ça bouge beaucoup, et dans un sens et dans l'autre. Et par contre avec Napoléon, alors là c'est la fermeture de tous les possibles, le retour à l'ordre, et à un ordre encore plus dur que celui de l'Ancien Régime sur tous ces terrains-là. Et notamment sur le terrain culturel, c'est terrible. Là, il y a une mise au pas qui est très très forte et rapide. Est-ce qu'on conclut là? Il est 8h30. Je pense qu'on avait conclu sur 1h30 de conférence.
Donc merci beaucoup à Monsieur Ritz. Merci encore. Voilà. Et puis donc à la semaine prochaine. Et je ne me rappelle plus la conférence. Je crois que c'est sur le communisme, mais j'ai oublié. Bon bref, mais vous regarderez sur le programme et voilà, c'est ça. Voilà. Et pour la littérature, j'ai pas le programme en tête, mais je vous recommande très vivement Judith Lyon-Camp sur George Sand, parce que Judith Lyon-Camp, c'est l'une des plus brillantes chercheuses actuelles en littérature. Ouais, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, Okay. Elle sera là le 8 mars, je crois. D'accord, très bien. Non, peut-être pas le... Non, en février. D'accord, très bien. Regardez le calendrier. Ok, parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous. Ouais. Vous vouliez poser une question? Bon, voilà. Une dernière question, c'est bon? Oui, bien sûr. Non, mais j'ai été très étonné tout à l'heure sur ce que vous avez dit sur la comédie française. Donc, dans l'Ancien Régime, elle était beaucoup plus libérale que notre comédie française actuelle. Et ça paraît incroyable, enfin, parce que sous l'Ancien Régime. Oui. Hein, puisque... Oui, mais la constitution d'un patrimoine classique, c'est l'une des conséquences aussi dans le monde littéraire de la Révolution française, et ça se fait dans les toutes dernières années de la Révolution et avec Napoléon, où là tout d'un coup, en réaction à ce qui s'est passé, à une trop grande démocratisation, on dit attention, il faut revenir aux grands chefs-d'œuvre du XVIIe siècle, il faut jouer Molière, il faut jouer Corneille, Racine, et ça vient après la Révolution. Pendant le XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus ouvert et vivant que ça ne l'est devenu. Et puis, il n'y a pas de cinéma. Il faut imaginer qu'il y a beaucoup d'autres salles de spectacle. Et on va au théâtre presque tous les soirs et il y a un public très très varié, très nombreux. Est-ce qu'il y a déjà des ballets parce qu'après, on sait, quand il y a Tchaïkovski qui fait la ici, que le ballet, enfin surtout en Russie, est en décadence. Enfin, il est déjà plus ce qu'il était avant. Alors c'est pour savoir comment... Enfin, vous n'êtes pas un spécialiste de la danse, peut-être? Il y a de la musique et il y a de la danse et il y a des chansons sur des airs connus qui sont reprises par le public. Il y a ce qu'on appelle des vaudevilles. Mais le ballet proprement dit, c'est plutôt une pratique de la cour. Ça demande des gros moyens. Ouais, et ça, c'est plutôt réservé aux nobles. Ah d'accord. Ok. Tout le monde va presque tous les soirs au théâtre. Vous parlez quand même des nobles. Oui, non, je parle des Parisiens, des... Deux nobles qui vont voir, parce qu'il y a pas mal de... Oui. Et les artisans aussi à Paris, ils pouvaient y aller. Oui. Merci encore. Merci.